Ce que j'ai à dire exige que je pose la question des étapes d'accession des citoyens colonisés à la science dite moderne. Je ne vais pas aborder tout ce qui a été précolonial, parce qu'il y a là, dans ce secteur, des choses aussi à dire dans le contact entre l'Afrique et l'Europe. L'Europe avait concentré la science à un moment donné, c'est un peu mieux réparti aujourd'hui. Lorsque la colonisation a eu lieu, vous savez que dans l'étude de la colonisation, on distingue de plusieurs formes selon les critères que l'on admet. On distingue selon un des critères, on distingue les colonies d'assimilation et les colonies, moi je dis de ségrégation, de séparation. La France avait proclamé officiellement l'assimilation. Mais moi je dis que il y a des nuances entre la politique pratiquée par la France et la politique pratiquée par la Grande-Bretagne. Des nuances seulement, mais la nature est la même, assimilation ou pas. Mais je viens particulièrement à la France lorsque la conquête d'Abomey a eu lieu, parce que Abomey constituait un bouchon pour atteindre le fleuve Niger et foncer vers le lac Tchad. Si la guerre de 1892-1894 a été déclenchée c'est parce que les autorités françaises ont donné ordre à l'armée française stationnée au Sénégal de prendre de vitesse de cours les Anglais et ont demandé aux armées dahoméennes ici, stationnées dans la côte, Grand Popo et Porto Novo notamment, de percer le bouchon d'Abomey. Et on a pris prétexte de la canonnière Topaz pour déclencher la dernière guerre contre le Dahomey. Mais dès que Dahomey a été conquis, qu'est-ce qui a été créé? C'est l'école des otages. Voilà le titre que l'administration coloniale a donné à la première école créée à Abomey. École des otages. On y a inscrit les fils de chefs, les fils de la famille royale, pour en faire des otages. Évidemment, cette appellation n'a pas duré, parce que très tôt et très rapidement, c'est ouvert au niveau des autorités françaises le débat sur l'école en Afrique. Et ce débat a duré jusque dans les années 1955, 56, 57. Ça a duré depuis la fin du 19e siècle jusqu'à l'approche des indépendances de 1960. Et c'est les Senghor qui ont achevé ce débat-là. Et une figure a été très remarquée dans cette question, c'est Durand-Réville, qui avait souligné que les instruire reviendrait à fabriquer des contestataires qui vont se retourner contre la France. Mais comme l'Église catholique aussi avait sa politique, ils ont commencé à créer des écoles catholiques. Cela a entraîné l'administration coloniale à en créer. Sa phase assimilation, quelle destination on fabrique? Pour quelle destination? Pour que les cadres autochtones soient des auxiliaires de l'administration coloniale. Que l'administration coloniale s'appuie sur ces cadres pour administrer les territoires conquis. Et nous-mêmes, qui nous formions, on était heureux d'être formés parce que quand on avait le certificat d'études primaires, on était accourés, on roulait la mécanique, on sortait de l'ordinaire. C'est la première phase. Et cette première phase
s'est concrétisé à la fin des premiers débats sur l'éducation nationale en Afrique. Parce que l'éducation nationale, dès qu'ils ont fini par créer l'éducation nationale en Afrique, eh bien, ce n'était pas sous l'égide du ministère français de l'éducation nationale, pas du tout. C'était dirigé par la marine marchande, puis ensuite le ministère des colonies, puis le ministère de la France d'outre-mer. Les écoles, nos enseignants relevaient de ce ministère-là. Ministère de la marine, ministère des colonies, ministère de la France d'outre-mer, etc. Et les cadres qui ont la formation pour être dans l'éducation nationale étaient détachés auprès du ministère des colonies. Et ils avaient un meilleur salaire, ils partaient en colonie, etc. Et à la fin, ils retournaient au ministère des colonies qui les remettait à la disposition de leur ministère d'origine. Ce qui fait que dans les cadres qui venaient nous instruire, il y avait des enseignants pur sang et il y avait aussi quelques aventuriers qui se démerdaient très bien. Permettez-moi le mot. Non, ils se défendaient très bien. Ça, j'ai eu un professeur d'anglais au lycée Victor Ballot. Il n'avait aucun diplôme, mais il a été recruté par le ministère des colonies. Il s'en sortait très bien. Aussi, grâce à lui, I speak English un peu. J'ai eu d'autres professeurs titulaires après. Mais la conséquence est qu'on a créé des écoles spéciales. On a mis du temps à créer des écoles pleines et entières comme il en existe en France. On a que l'école primaire, il n'y avait pas de problème. Et quels sont les premiers instituteurs? Ce sont les premiers instituteurs formés sur la côte africaine et venus de France. Ceux venus de France formaient les premiers, puis ensuite les premiers allaient former d'autres. Et quand ils sortaient, pour améliorer leur formation, on a créé des écoles à Dakar, mais des écoles africaines. Si vous sortez, vous êtes infirmier de l'AMI, de l'assistante médicale indigène. Quand vous allez à l'école de médecine de Dakar, vous sortez médecin africain. Et dans chaque centre hospitalier, vous êtes commandé par un docteur en médecine venu de France. Dans toute l'administration, ça a été ça. Et c'est seulement à partir de 1946, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la conférence de Brazzaville, que les lycées, on a commencé à créer le lycée. Moi, je suis rentré au lycée Victor Ballot en 1952, mais c'est en 1953-54 que le lycée a été le collège a été transformé en lycée. C'est Victor Ballot qui s'appelait École primaire supérieure. Suivez bien. Quand vous passez le cap de certificat d'études primaires, vous rentrez à l'école primaire supérieure de Victor Ballot. Et quand vous êtes diplômé de cette école, vous voulez travailler, maintenant vous êtes cadre subalterne. Après, vous pouvez passer des concours pour monter et devenir cadre catégorie A. Mais lorsque vous terminez parmi les meilleurs à l'école primaire supérieure Victor Ballot, vous allez à l'école William Ponty. À Dakar, vous sortez instituteur. Mais vous êtes moins gradé que les Français sortis des écoles d'instituteurs de France. C'est eux qui arrivaient pour être votre directeur et vous étiez placé sous leurs ordres. C'est seulement après la conférence de Brazzaville, au titre des sacrifices que nous avons faits pour libérer la France, qu'on a commencé à créer les lycées et à donner les premières bourses pour aller en France. Moi, j'ai bénéficié de cette bourse-là en 1959, directement pour aller en France. Mais cette bourse a été payée par le territoire du Dahomey. Alors, de notre temps, lorsque vous vouliez atteindre le savoir, vous voulez être un homme scientifique, vous étiez obligé de faire exactement comme le Français. Vous deviez apprendre ce que lui sait. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez vraiment pas le choix. Et les études, parfois, vous tombiez sur
des gens qui ne croient pas en l'intelligence du nègre. Je l'ai connu. Et c'est ça qui a motivé nos efforts et nos sacrifices pour la création de l'université du Dahomey. Et à l'époque, je donnais parfois jusqu'à 30 heures de cours par semaine. Oui, je dis bien, il faut les préparer. Et quand je ne savais pas que j'allais atteindre 87 ans cette année. J'étais sûr que j'allais mourir avant. 30 ans, parce que des enseignants arrivaient. Moi, j'avais ouvert un cabinet d'avocats et c'est ça qui me nourrissait. Et les 40 000 francs, puis 50 000 francs, puis 60 000 francs d'avance sur salaire qu'on nous payait ne pouvait pas me nourrir. Moi, je mettais ça en économie. C'est mon cabinet d'avocat qui me nourrissait. Donc, quand je terminais mes cours, je venais travailler à mon cabinet jusqu'à minuit et 1h du matin. Je l'ai fait. Et moi, j'étais sûr que j'étais foutu comme beaucoup de mes camarades sont partis. Et le premier, c'est un professeur de géographie qui nous a quittés, ok. Et puis, bon, certains camarades ont laissé leur vie dans l'épuisement de ce travail-là. Mais nous, de cette génération, nous devions être égales de nos formateurs français. J'ai accompagné un collègue camerounais qui devait passer l'agrégation de droit et il tire une leçon. La leçon, c'est l'administration territoriale. Quand le président de jury a vu que c'est lui, l'Africain, qui a tiré, il lui a repris le billet et a ajouté en France. Et lui, il vient d'une université camerounaise, il doit aller enseigner des Camerounais. Nous étions obligés de connaître les mêmes choses que les Français et être au même niveau. Ce qui fait que ce fut une phase de la science en Afrique. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce mouvement qui se lève aujourd'hui en Afrique est très important. Nous sommes sommés de plonger dans une modestie, d'une humilité totale qui nous permette, qui seule va nous permettre de nous remettre en cause. Et ce matin, j'ai entendu notre collègue très vif qui a posé la question de ce matin et qui a remis la question sur le tapis cet après-midi. Pourquoi l'igname qui nous appartient, que nous on connaissait avant que l'esclavage arriva, on dit que ça vient de je ne sais où. Et effectivement, j'ai dit que ce n'est pas l'igname seul. Tous nos produits de base, millet, tout ça, quand ça ne vient pas d'Asie, ça vient d'Amérique du Sud. Or, géographiquement, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient liées pendant des siècles et l'océan Atlantique a coupé en deux. Donc, il est normal que l'on trouve les mêmes choses de part et d'autre. Et le tropique qui coupe le globe en deux, eh bien, autour, c'est les mêmes plantes que l'on voit en Afrique, en Asie, en Amérique, autour des tropiques. Je me suis baladé un peu en matière médicale. Et j'ai vu qu'autour des tropiques, il y a beaucoup. Non, il faut exercer sa curiosité. Quand quelque chose vous intéresse, vous vous y intéressez réellement. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes condamnés à nous remettre en cause, à revoir ce que nous avons ingurgité sur notre histoire, sur notre culture, sur la réalité de nous-mêmes. Et c'est à cette condition, et cette condition seule, que l'on devient un scientifique dans sa société. Les études et tous les propos que j'ai entendus aujourd'hui sont excellents. C'est prometteur. Et j'ai vu la naissance d'un certain nombre de laboratoires sur le campus. Il y a même un laboratoire de biologie. Oui, c'est très bien, parce que c'est une donnée, c'est une vérité, réalité que nous vivons tous les jours dans notre pays, mais qui disparaît. Ça disparaît pourquoi? Parce que dans notre propre conception d'Africain, il y a dichotomie entre le savoir endogène et la science.
J'ai été invité à une conférence un jour à Brazzaville sur médecine et tradition. Et je me suis inspiré je me suis d'abord inspiré du vécu, de ce que j'ai vécu chez moi depuis ma naissance, de mes maladies d'enfance, où ma grand-mère, j'ai eu une otite, et j'étais seul avec ma grand-mère, ça me faisait très mal, je hurlais, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Et ma grand-mère se lève, me prend par la main, ça me faisait mal. On va dans la cour, il y a un arbuste là, mais je ne sais plus reconnaître. Ma grand-mère a cueilli 3 feuilles, a pris de l'eau, a lavé, a trituré le machin, et m'a fait ça. Et a pressé le jus dans mes 2 oreilles alternativement. Eh bien, je vous garantis, je ne peux jamais souffrir d'otite jusqu'à ce jour. Mais cette plante, je ne la connais pas. Et ceux qui ont le savoir endogène, lorsque vous êtes leur propre fils, que vous allez à l'école, ils ne vous donnent pas leur secret. Parce qu'ils disent que vous allez donner ça aux blancs et ils meurent avec. Donc, la pratique, le vécu a créé une science, un savoir détenu par des gens qui n'ont pas cédé. Et il y a beaucoup de bricoleurs qui prennent leur place. Quelques-uns sont sincères et ont des choses, mais ils n'ont pas toutes les choses que nos aïeux avaient. Nous avons perdu. Nous avons perdu. Alors, au jour d'aujourd'hui, notre devoir est de retrouver ce que nous pouvons retrouver. C'est une recherche que nous devons lancer et je salue cette réunion qui fait partie de ce devoir qui s'impose à nous. Mais ce devoir ne nous autorise pas à nous lancer dans une guerre contre nos collègues des pays du Nord. Non. Cette solution n'amène à rien. Nous n'allons pas prendre nos armées de fusils, nous n'en avons même pas suffisamment. On n'est pas aussi équipés que pour aller attraper leur musée là-bas et prendre de force de la même manière qu'eux, ils ont pris de force nos affaires et les ramener chez nous. Non. Ce n'est pas une négociation, nous sommes obligés. Et il faut calmer les jeunes qui pensent que ce n'est pas la bagarre que nous allons obtenir ce que nous cherchons. Non. Parce que de tout le temps, dans les pays occidentaux, il y a eu des anti-esclavagistes. De tout le temps, dans les pays occidentaux, dans les pays du Nord, il y a eu des anticolonialistes, militants. De tout le temps et de toujours et au jour d'aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent comme nous en Europe que ce qu'on nous a volé doit nous être retourné. Que le savoir qui nous a été distribué n'est pas axé sur nos vécus. Nos vécus. Parce qu'on est scientifique réellement que lorsque, en se servant des connaissances universelles, on arrive à décortiquer une réalité que l'on vit. Et de cette réalité découverte, on tire des thérapies pour résoudre nos problèmes. Et cela nous fait rentrer dans l'universalité du savoir et du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-faire. Je vous remercie.